Nous sommes de retour donc sur Direct Investisseur. On va retrouver dans quelques instants, enfin plutôt Laurent Albi de Direct de Trader Live va nous rejoindre dans quelques instants. On est toujours dans le vert sur le CAC 40 ce matin. Nous sommes à 4796 points, donc une forte augmentation. On avait ouvert à 4760 à peu près, je crois, 4780. Eh bien, nous sommes donc dans le vert ce matin, toujours. Donc, après également une séance à l'équilibre hier. Voilà, donc Laurent Albi nous a rejoint. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors, il y a quelques jours, vous nous aviez parlé de différents actifs qu'on avait vus avec vous, notamment le cuivre. Vous étiez aussi sur le cuivre et également sur l'euro-yen, on en avait parlé. On va revenir sur ces deux actifs, notamment sur le cuivre. Est-ce que vous êtes toujours aussi sur le cuivre? Bof. Ouais. Bof. Pourquoi bof? Parce que je m'attendais à un franchissement et que pour le moment ce franchissement il n'a pas lieu. Alors souvenez-vous, c'était un achat que je proposais uniquement sur un franchissement de ligne de coup. J'avais vu une espèce de petite variation de tête-épaule inversée. La figure n'a pas été déclenchée. Quand elle tarde à se déclencher, ça jette un petit peu le doute. Alors, si on zoome un petit peu en bas à droite de l'écran, regardez, on voit quand même cette pression haussière qui continue de s'exercer. Donc, cette petite hésitation, on va dire, du cuivre n'a fait que retarder le scénario haussier. C'est pas invalidé, mais vous voyez que finalement cette épaule droite, elle commence à être hypertrophiée, elle commence à se transformer en trading range. On voit avec ce segment bleu ascendant la pression haussière qui s'exerce. C'est encore à l'état latent. Le franchissement serait toujours un signal, mais vous le voyez, on hésite beaucoup, donc on peut toujours laisser un ordre en machine sur le cuivre, mais je suis un petit peu moins convaincu que la semaine dernière. Là, vous aviez également une recommandation sur l'euro-yen. Oui, alors bof pareil. aussi. Oui. Vous savez Lucie, en fait, c'est assez révélateur de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on a des marchés qui sont un petit peu englués. Il n'y a pas beaucoup de volatilité en ce moment. On a des indices aux États-Unis et en Europe qui progressent, mais bon, ça monte péniblement, mais ça continue de monter. On a des devises, si on fait un rapide panorama, $1 et €1 qui consolident, donc les titans du marché d'échange qui ne bougent plus trop. Donc il faut vraiment aller chercher un petit peu à la périphérie des idées, et c'est un petit peu caractéristique de la période actuelle. Alors sur l'euro-yen, on a tout de même eu une belle séance hier, puisqu'on a pris 200 points de base sur l'euro. Enfin, l'euro a pris 200 points de base face au yen. Oui. Et on est actuellement aux alentours des 136 yens pour €1. Donc, Ouais, mais alors regardez comme c'est piégeux, Antoine. Ça monte, mais tellement lentement. Des bougies qui se chevauchent toutes les unes les autres. Moi, je me demande, Antoine, si on ne pourrait pas éventuellement considérer cette montée corrective comme une espèce de variation de flag vers plus de baisse. Je ne sais pas. En tout cas, on remarque la lenteur de l'euro face au yen. C'est vrai que ça progresse, mais c'est pas joli. Ça donne pas tellement envie. Quelles sont justement vos recommandations, vos convictions aujourd'hui, si vous en avez? Alors, des convictions, j'en ai 3 aujourd'hui. Bon. On va commencer avec l'AUD-JPY, l'Aussie yen, et on va aller en intraday, cette fois-ci en 60 minutes, parce qu'on a peut-être quelque chose d'intéressant à noter. Alors attendez Antoine, ouais voilà. Non, c'est pas ce chart que j'aurais aimé vous montrer. Bon, l'idée sur le dollar australien face donc au yen. Oui, alors. C'est celui-ci non, c'est pas celui-ci non plus. Bon, mais c'est pas grave. L'idée c'est que on voit rien ici, Antoine. C'est pas du tout. Il y a un gap qui n'existe pas. Bon, l'idée, regardez, c'est qu'on a cette petite conso sur les 93 yens. On a ce mât, en fait, qui est parti à 91,76 et qui a été assez impulsif. Voilà, zoomez encore un petit peu. Voilà. On voit 91,76 et cette très belle impulsion jusqu'à 93,40. On fait maintenant une petite consolidation qui est juste au-dessus de l'ancienne résistance qui devient potentiellement support à 93. Cette petite consolidation, on pourrait peut-être l'apparenter à un drapeau et par conséquent, cette petite zone de congestion est peut-être potentiellement en train de s'inscrire dans un mouvement plus large
qui donnerait un beau potentiel haussier. Alors, sur l'AUD-JPY, je propose une entrée à 93,25 ou même un petit peu plus haut, 93,30. On met un stop sous la borne basse de cette petite zone de consolidation sous 93 et puis on vise 94 ou même un petit peu plus haut, 94,63. Voilà, donc un trade potentiel long en intraday sur l'AUD-JPY. Oui, très bien. On a une autre possibilité de trade, une autre proposition sur le crude cette fois-ci. Le pétrole. Voilà. Alors, à pas confondre avec le Brent. Le crude qui est en train de... Voilà, si on zoome un petit peu. Peut-être en... Voilà, en intraday, vous voulez Non, la- non, en daily. swing. On peut rester en swing. Et on zoome un petit peu pour voir un petit peu la pression haussière qui s'exerce actuellement sur le crude. On voit les mèches basses qui font toutes des plus bas, plus hauts. Et puis cette résistance importante à 54,32 qui bloque pour le moment l'avancée des prix. Alors sur le crude, on est sur un marché qui a été très baissier pendant très longtemps et qui pour le moment, vous le voyez, est toujours dans une zone de consolidation latérale. Donc ce n'est que le franchissement de 54,32 qui donnerait le signal d'accélération haussière avec un objectif de prix qui reste très mesuré. Il ne s'agit pas d'anticiper ni d'annoncer un retournement durable des prix du pétrole parce que je ne pense pas que la conjoncture s'y prête. Mais d'un point de vue technique, en revanche, on pourrait avoir un petit peu plus d'upside avec sur franchissement de 54,32 une cible à 59,53. Donc là, on pourrait rentrer un stop achat, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la zone de consolidation actuelle, on ne rentre que si le prix dépasse 54,32. On pourrait par exemple choisir comme prix d'entrée 54,50, mettre un stop sur 52 qui est un niveau de support potentiel en intraday et viser donc 59,53. Donc là, vous anticipez donc la cassure du niveau de résistance à 54,32. Pour quelle raison finalement, sachant qu'on est dans un train de baissier, pour quelle raison anticipez-vous la cassure de ce niveau? J'ai pas de raison. Pas de raison, non? Je suis technicien, c'est-à-dire D'accord. que je ne Mais regarde... de la raison technique? Oui, alors la raison technique, c'est le franchissement de la ligne de coup. Si on D'accord. remonte le chart, la raison technique, c'est cette résistance qui est anciennement support, regardez à gauche de l'écran, qui avait soutenu le marché, qui a été cassé. On est descendu sur 44,85. On remonte sur ce niveau de support qui devient résistance. Et on voit très bien avec ces trois mèches de ces trois bougies blanches qui viennent s'échouer sur 54,32 qu'on a clairement des opérateurs qui font obstacle. Chaque fois que ces opérateurs font obstacle, ils revendent le marché. Il va bien y avoir un moment où les choses devront s'éclaircir. Soit ils sont véritablement décidés et on n'arrivera pas à franchir 54,32, soit ils ont épuisé toutes leurs munitions et par conséquent, quand on va de nouveau tester ce niveau, ils vont céder, la digue va flancher et on va progresser. Donc la raison technique, Antoine, c'est simplement cette résistance qui a été validée 3 fois maintenant et qui, si elle était franchie, générerait potentiellement une accélération. Alors, on a un peu de temps pour une troisième recommandation, parce que vous me disiez que les marchés étaient difficilement Oui. lisibles. Est-ce que vous avez une troisième conviction Oui, du coup alors une conviction un petit peu plus, comment dirais-je, plus hésitante, c'est l'Euronoc. Alors l'euro face à la couronne norvégienne, regardez, est revenu sur un niveau de support. Ce niveau de support à 8,57 semble tenir. Sur cette Euronoc, j'ai mis un stop à 8,40. Pourquoi j'ai mis un stop à 8,40 ? Parce que comme on est quand même dans un trend baissier depuis quelques semaines, on pourrait continuer de baisser. Moi, ce que j'ai envie de faire sur cette Euronoc, c'est une stratégie haussière qui tactiquement est inhabituelle. C'est-à-dire que j'ai envie de payer une mèche basse qui serait un excès baissier sur 8, si on peut zoomer un petit peu. 8,49,13. 8,49,13. C'est-à-dire que je rentre sous le support
et je mets un stop à 8,40-10 qui est le support suivant. C'est-à-dire qu'on voit qu'à 8,55, on a un soutien du marché, mais regardez quand même, les bougies, elles sont encore noires et on peut vraiment pas dire qu'on a des acheteurs qui se bousculent pour payer l'euro face à la couronne norvégienne. Donc je n'exclus pas un excès baissier qui irait en fait chercher les stops de tous les opérateurs qui sont rentrés sur 8,55 et qui ensuite repartiraient à la hausse. Donc je rentre sur 8,49,13, c'est un prix idéal. Le stop, il est à 8,40-10 et je vise 8,96, 80. Autrement dit, j'ai un ratio rendement-risque de 6. Si ça marche, c'est le jackpot. Ça serait un très très beau trade. Alors, on ne prend pas beaucoup de risques parce que regardez, on rentre finalement proche du stop. Si ça marche pas, ça marche pas. Et si ça marche, on a vraiment une très belle opération sur cet Euronoc où on rentre un petit peu contrarien, donc sous les niveaux actuels. Alors, je vais faire un petit peu d'intermarket avec vous, Laurent. Oui. Puisque, en fait, l'Euronoc, depuis le début du mois de janvier, a commencé à s'apprécier face à l'euro en raison notamment de l'appréciation et de la stabilisation des cours du pétrole. Oui. Donc, si, selon vous, les cours du pétrole augmentent, on pourrait justement avoir donc une appréciation de la couronne norvégienne. Alors attendez. Qui invaliderait votre scénario. Alors attendez, si le pétrole augmente, oui, c'est haussier pour le NOC, donc c'est baissier pour l'Euronoc. Exactement. Oui. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Mais je veux revenir que finalement, la position précédente, achat sur pétrole, oui, engendrerait, si ça se produit, une baisse de l'Euronoc. Tout à fait. Alors c'est bon, on est dans la supposition. Oui. Alors, l'achat sur le pétrole, il se fait sur franchissement. Donc peut-être qu'il n'y aura jamais de franchissement. C'est vrai. Donc s'il n'y a pas de franchissement, ça veut dire que le pétrole repart à la baisse, ça veut dire que l'Euronoc peut progresser. Peut progresser, tout à fait. Voilà. Donc vous en aurez une sur deux qui sera gagnante alors, normalement. Oui. Alors non, mais vous avez raison. En même temps, les corrélations ne marchent pas. C'est pas quelque chose. Voilà, c'est pas quelque chose de scientifique. Ouais. Il peut y avoir des lags entre les corrélations. C'est-à-dire que on peut tout à fait avoir un pétrole qui franchit. Autrement dit, ça serait haussier pour le NOC, baissier pour l'Euronoc. Et puis dans ce cas-là, on verrait, je sais pas. J'essaye de pas trop faire d'intermarket parce que ça peut paralyser. C'est-à-dire que si on rentre dans ce genre de considération, on peut se dire oui, mais alors si le pétrole ne franchit pas, qu'est-ce qui va se passer avec l'Euronoc? Alors c'est vrai qu'il faut garder un prisme assez large et toujours considérer cet effet de vase communicant entre les actifs. Il ne faut pas être trop regardant non plus parce que parfois il y a des mouvements de marché. Comme on est sur du très très court terme, on peut avoir des anomalies de corrélation qui seraient valables pendant quelques heures, voire pendant 24 heures, pour revenir ensuite dans des choses, dans des schémas plus connus. Donc voilà, on peut tout à fait jouer les deux et voir ce qui se passe. Merci Laurent Albi, donc responsable des Traders Live chez Day by Day. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.